Ça fait couler encre et salive. Les États généraux ont eu lieu à Kinshasa, en République démocratique du Congo, sous la houlette du ministre de Justice, Constant Mutamba. Mais aussi, il y a la proposition, on le dit comme ça, du chef de l'État sur la révision constitutionnelle. Nous avons cherché pour vous aujourd'hui un constitutionnaliste, j'allais dire, un professeur des universités, c'est vrai aussi un politique, puisqu'il continue de l'être. Le professeur Gabriel Banzamalale Maputa. Bienvenue à vous. Merci. Vous allez bien? Je vais bien, très bien. Très bien. Oui. Les États généraux à Kinshasa. Vous avez suivi? Oui. Pour la réforme de la justice. Justement, quelle est votre lecture par rapport à cela? Je vous aide parce que plus de pense qu'il ne fallait pas qu'il y ait ces États généraux. Pour la simple raison que nous avons déjà eu ces États généraux, je crois qu'en 2015, où sont parties ces résolutions? C'est de l'argent jeté. Parce qu'il faudrait dire qu'il y a un budget, il y a un montant qui est sorti pour ça. Alors il fallait juste prendre les résolutions de 2015 et pour les mettre en application. Quelle est votre lecture par rapport à cela? Enfin, le monde évolue. D'abord, merci beaucoup pour l'audience que vous m'accordez. Merci. Je n'ai pas été sur les lieux pour que je vous en donne l'évaluation de manière systématique et les documents censés être communiqués par rapport à l'issue des travaux, on n'en a pas encore eu. On va parler de manière philosophique, peut-être en spéculant pour voir ce qui aurait dû être. Ceux qui disent on aurait dû prendre simplement et que l'on mette en application les résultats de 2015. Ils ignorent aussi que le monde évolue. La vie de l'État, la marche de l'État évolue. Qu'est-ce qui a empêché que ces résolutions-là soient d'application? C'est peut-être les dirigeants qui ne s'y conforment pas. Si tel est le cas, posons-nous la question, cette réforme en vue va-t-elle être respectée pour que le résultat escompté soit consommé par tous? Une interrogation. Moi, je pense qu'il faut encourager le ministre de la Justice dans le projet qu'il a émis, mais sauf qu'il y a un couac. Lequel? Dans la hiérarchie des normes juridiques, par rapport à la logique du droit, nous avons entendu le premier des citoyens congolais, le président de la République, annoncer déjà avant ça la réforme constitutionnelle, en termes soit de révision, soit de modification. Dans tous les cas de figure, on aurait dû d'abord attendre les résultats de ce travail-là, parce que c'est la Constitution, mais tandis que les lois inférieures viennent s'asseoir sur elles. Que sera-t-il de la logique juridique si la réforme constitutionnelle arrivait à donner des résultats qui ne vont pas être en harmonie avec les résultats actuels par rapport à la réforme de la justice? Et tout ça, ça dénote du dysfonctionnement de l'administration ou de l'État par le régime en place. Donc vous comprenez, le ministre de la Justice aurait dû attendre l'issue du projet du chef de l'État. Et en ce moment-là... C'est pas l'inverse? Non, ce n'est pas possible. Oui. Parce qu'on commence d'abord par la Constitution. C'est elle qui supporte toutes les lois inférieures, commençant par les ordonnances, les lois organiques. Et celles-ci aussi supportent les lois ordinaires. À leur tour viennent les ordonnances du chef de l'État qui peuvent être ordonnances-loi ou ordonnances tout court, et viennent les arrêtés des ministres, les décrets du Premier ministre, les décrets des ministres, et puis les arrêtés des ministres, ainsi de suite. Sinon, on va construire une pyramide juridique qui va marcher sur enfin, je voulais parler des bêtises, qui va marcher, qui va être supporté par les imperfections en droit. Ça ne se fait pas. Ça, c'est un problème technique majeur à quoi on devait faire attention. C'est ce qui démontre que il n'y a pas une planification cohérente pour nous permettre d'avoir une pyramide juridique fiable, solide et stable.
dans le cas d'espèce, nous regrettons. Professeur Bandamalali, vous dire, nous entourons déjà dans le sujet justement de cette révision constitutionnelle. On va entendre parler, ça veut dire que si je comprends bien, tacitement vous êtes d'accord avec un changement justement de cette constitution. C'est ça qui fait couler en cristal. Il y a ceux-là qui veulent le changement, d'autres qui disent non, et ceux-là qui évoquent l'intention du régime en place. Et dans ces paquets, apparemment, les propagandes également, vous serez d'accord avec ça? Moi, je l'ai enseigné, je l'enseigne et je l'enseignerai. La constitution que nous avons ici est considérée comme une constitution martyre. Elle est appelée à disparaître. Autrefois, je crois, devant vous, j'avais même dit que les gens ne m'ont pas compris. J'ai provoqué le débat de manière un peu brutale pour que ceux qui ont un peu de cerveau me contredisent et que l'on engage un débat quant à ça. J'avais même déjà dit, et à Kinshasa et ici, que cette constitution était à pied volant. C'était pour dire que c'est un papier qui ne peut pas résister à la tempête. Pour quelle raison? C'est parce qu'elle-même porte des germes de son dépassement. Mais qui est, ce dépassement-là, qui est subordonné à 3 conditions fondamentales. La première condition, ou l'assignation de cette constitution, c'est de conduire la République démocratique du Congo à l'état de droit. C'est dans son préambule. L'état de droit, c'est quoi? On n'y réfléchit pas. La deuxième condition, c'est même la mission aussi de cette constitution, c'est de permettre que les autorités de ce pays conduisent la nation congolaise à la définition de sa puissance ou de sa vocation politique. La puissance politique et la puissance politique nationale congolaise. Pourquoi la puissance? Est-ce que c'est pour que chacun porte les armes? Non. L'union faisant la force. L'union faisant la force, nous sommes combien d'États ethniques? Plus ou moins 500, si nous pouvons nous en tenir aux statistiques faites par le professeur Watts. C'est un Américain en son temps déjà. Il disait que nous sommes sur un territoire où il y a préexistence de plus ou moins 500 États, ethnies, des droits coutumiers, les anciens royaumes et empires qui survivent jusqu'aujourd'hui. Et ceux qui s'attachent à eux, vous entendez, ils disent toujours, nous, originaires de... Ils passent à la télévision. Nous disons, nous sommes contre. Donc ces déclarations-là ne sont pas gratuites, elles sont fondées sur une base juridique et traditionnelle. Mais maintenant, pour que nous puissions devenir une puissance politique nationale, mettons tous ces anciens États, anciens empires, royaumes, et nous les mettons ensemble pour trouver le dénominateur commun qui devrait faire l'âme de la nation congolaise. C'est ce qu'aurait dû faire l'université, notamment par ses facultés de sciences politiques et administratives. Là aussi, on voit l'anthropologie pour trouver qu'est-ce qui est commun chez tous que nous venons de mettre ensemble, et on fait ça comme étant le socle de la nation congolaise, l'âme même de la politique nationale congolaise. Jusque-là, rien n'est fait. Mais ça ne doit pas se faire de manière dictatoriale, comme le maréchal Mobutu Sese Seko avait voulu nous intégrer tous dans le MPR, parti État, et cette fois-là, Olingate, Ozanakati, il y a un PR. Non, ça doit se faire plutôt, c'est ça maintenant la formule que donne le constituant, ça doit se faire par la voie de la démocratie. Mais une démocratie définie de 4 façons. 1. La démocratie politique. 2. La démocratie économique. 3. La démocratie sociale. Et 4. La démocratie culturelle. Ces 3 axes que je viens de citer, notamment l'état de droit, la puissance politique nationale et
la démocratie politique, économique, sociale et culturelle n'ont pas encore fait l'objet des débats, ni académiques et scientifiques, encore moins politiques. Au point que les gens banalisent la Constitution comme une œuvre gratuite. Alors la Constitution telle qu'elle est là, elle est le résultat de recherche des solutions à toutes les crises qui ont émaillé l'État du Congo depuis 1960, au moment de la promulgation de la Constitution en question, c'est-à-dire le 18 février 2006. Malheureusement, on ne réfléchit pas dans ce sens-là. On croit que c'est un texte qui a été rédigé. Je sens même les gens qui sont en train de se pavaner pour dire, moi je sais, j'étais auteur. Il n'y a pas quelqu'un qui a été auteur seul. C'est une action collective. Et il y a aussi des hommes qui ont travaillé dans les coulisses. Justement. Moi ici qui vous parle, parce que les autres se citent, il faut aussi que je me cite. Je n'étais pas encore docteur en droit. Donc, je n'étais pas encore professeur, mais j'étais quand même au cabinet du chef de l'État. Au cabinet sous la gestion de Maître Nkulu Kilombo Mutumba. Ce monsieur, c'est un avocat de vieille date, une expérience avérée. Et lui aussi dépendant d'un cabinet ou de la direction qui était mené par le professeur Bouchab, qui était secondé cette fois-là par le professeur Samba Kaputo. Donc il n'y a rien qui pouvait se faire sans que la présidence n'y jette l'œil. Tout à fait. Donc pour dire que ceux qui se pavanent là, c'est eux. Qu'ils sachent aussi qu'il y a les gens, les héros dans l'ombre, parmi lesquels il y a ceux qui commencent aussi à se citer, dont moi. On va mettre une parenthèse. Cette question ici sera un tout petit peu politique, professeur. Oui. C'est que, en entendant parler, la constitution, c'est naturel, elle peut être changée, elle peut être modifiée, il n'y a pas de souci. Mais vous êtes un opposant. Vous ne pensez pas que quand vous allez dans ce sens-là pour dire, c'est vrai, du côté scientifique, ça vous le permet, mais votre casquette politique ne vous interdit pas ou ne vous met pas en mal de dire que ça peut être modifié, d'autant plus que l'opposition est contre l'idée déjà du chef de l'État. C'est une parenthèse qu'on va fermer rapidement. Et puis non, c'est-à-dire quoi? La vérité objective, surtout en matière de droit, elle est têtue. Okay. Olinga, vous allez la retrouver. Mais ce que le chef de l'État dit là, c'est impérieux, mais il y a un préalable. Le préalable, il faut que cette constitution, en la suivant, elle nous conduise à l'étape où la première veste que l'État portait, celle de la République démocratique du Congo, depuis 60, en cette date-là, cette veste soit petite, qu'elle soit remplacée par une nouvelle, celle de l'État de droit. Mais cet État de droit, c'est quoi? On n'en définit pas, les gens commencent même à délirer pour dire que c'est quand on a arrêté X le matin, on le libère le soir. Vous entendez qu'il y a un ministre qui a été impliqué dans le détournement, on le libère par une justice, entre guillemets, de parodie. Et alors, cette justice-là, vous voyez, le criminel financier ou économique, il passe à la télévision pour dire non, voilà, moi je suis. Non, ça, ce n'est pas l'état de droit. Ça, c'est l'état de police. C'est l'état légal, dans un état où il y a les lois. C'est plutôt l'état de droit que l'on cherche là pour comprendre sa quintessence en termes définitionnels. Il faut aller en Allemagne pour savoir l'école de Resistach du 19e siècle. Pourquoi vous souriez? Je souris parce que ça me va tout bien et bon dans mon cœur quand je parle des choses ignorées de beaucoup de gens qui prétendent qu'ils sont intellectuels. Donc vous comprenez. Il faut aller en Allemagne pour se ressourcer. L'expression de état de droit n'est pas notre expression, nous Congolais. Ce n'est pas l'expression du constituant congolais. Et je voudrais aussi dire que parmi ceux qui nous ont aidés à financer la rédaction de l'élaboration de cette constitution, ce n'était pas gratuit. Une ONG, ce n'est pas le gouvernement, une ONG allemande que l'on appelle Konrad
Adenauer. Donc, c'était pour retrouver l'Allemagne qui avait été jetée de la communauté de puissance depuis la perte, son échec lors de la Première Guerre mondiale, en vertu du traité de Versailles, je crois, à son article 113, l'Allemagne est en train maintenant de revenir partout où elle doit manifester sa présence. L'Allemagne se retrouve, et c'était déjà prédit comme tel quand elle va se reconstituer en une puissance après sa division de l'Allemagne de l'Est. Nous le savons également, nous, l'Allemagne l'Allemagne de l'Afrique. Oui. Le chef de l'État nous l'a promis. C'est ça ma prière. Si je peux terminer d'abord à encenser les cerveaux pour que l'ignorance s'éloigne de nous. Donc l'état de droit n'est pas encore là. Et on ne le cherche même pas pour chercher à le mettre en place. Donc cette constitution, depuis qu'on l'a élaborée, elle continue à attendre nous conduire vers ce résultat-là. Par ailleurs, cette constitution ici est un moyen par lequel il faut passer pour constituer ce que l'on appelle la puissance politique nationale. C'est-à-dire que nous tous, les Congolais, nous soyons identifiables à la nation congolaise. Et en ce moment-là, nous devenons une puissance, une seule, indivisible. Donc vous comprenez, malheureusement, il y a de ces autorités-là de ce pays qui pensent que il faut escalader d'abord les tribus, il faut se servir des tribus pour faire voir la nation congolaise. Non, vous participez plutôt dans votre gestion à la division de la puissance. Et là, n'est pas possible. Et pourquoi on veut cette puissance? C'est parce que le Congo, c'est un état de convention. Dès la conception. Vous l'avez toujours dit ça. Non, que les gens sachent. Le professeur Banza ne prêche pas dans le désert. Il s'agit des résultats des thèses que j'ai commencé, dont les recherches ont commencé en deuxième graduat. Je suis à une trentaine d'années de recherche. Et je ne scrute que ça. Posez-moi d'autres matières, je vais vous dire j'ignore. Je ne connais pas. Mais quand vous venez sur ce qui concerne la conception de l'État du Congo, la constitution de l'État du Congo, je suis le seul. Même en Belgique, ce n'est pas téméraire. Les seuls. Je suis le seul et le premier. Parce qu'en Belgique, on avait créé une commission appelée section centrale. Une commission parlementaire qui avait la charge, elle était créée le 7 août 1901, pour chercher à faire valoir la nature juridique exacte du Congo au moment où le roi des Belges, Léopold II, cherchait que le Congo soit une colonie. Mais pendant que lui cherchait que le Congo soit une colonie, l'on se rend compte par le ministre des Affaires étrangères, en la personne de... Le nom va venir. Le ministre des Affaires étrangères dit non, faites attention. Il soulève la question au Conseil des ministres. Ce Congo-là a contresigné tous les documents avec la Belgique, mais dans le concert des puissances. Donc c'est un État égal à la Belgique et nous ne pouvons pas donc le coloniser. C'est impossible, c'est un État d'ailleurs indépendant. Donc vous comprenez. Et cette question a été soulevée comme telle, elle avait divisé déjà le gouvernement belge à l'époque. Mais l'on va se rendre compte que la commission que l'on avait mise en place, c'est pourquoi je dis que je suis le premier. Je ne suis pas le premier à avoir inventé, je suis plutôt le premier à avoir découvert ce que cette commission centrale avait échoué de découvrir. Les membres de la commission parlementaire ont été paresseux. Ils n'ont même pas cherché pour connaître d'où vient le Congo et le Congo c'est quoi. Ils ont échoué de faire le travail pendant 5 ans de recherche à charge du gouvernement belge. Mais tandis que mes recherches, je les fais à base de mes moyens personnels. Le gouvernement ne me donne pas un seul franc. Donc c'est pour vous dire la différence entre mes recherches et les recherches des autres. Il faut que l'on insiste là-dessus pour que l'on ne soit pas dans la prostitution scientifique au moment où nous parlons des choses que maîtrise bien le professeur Banza Malali. Gabriel Banza Malali, en vous entendant parler, c'est comme si les raisons de cette révision constitutionnelle est ailleurs. Puisque eux-mêmes,
s'il faut parler des initiateurs justement de cette année, les chefs de l'État, l'Union sacrée et les autres, ne s'attellent que sur l'article 217. C'est vrai, il y en a également d'autres, mais vous nous sortez d'autres raisons pour dire qu'elle-même, la Constitution, s'est prête à un changement. Vous avez dit, ils n'attendaient que ça. Mais en entendre parler les autres, c'est que il y a certains articles, juste on ne dort que sur l'article 217 pour donner justement raison à ces changements. J'ai envie de dire, ça sous-entend qu'ils ne connaissent même pas, comme vous l'avez toujours dit, c'est que c'est le Congo. Ils connaissent, on a l'impression qu'ils n'ont pas lu en entièreté justement cette constitution. L'article 217, comment vous l'interprétez d'abord? Avant d'arriver à ce monstre de 217, il y a une précision à donner. Elle est de taille. Mais pourquoi les premières élections démocratiques ont été organisées en décembre 2006? Les gens ne le savent pas. Et pourquoi la mandature était fixée cette fois-là à 5 ans? Les gens ne le savent pas. Pour les uns, même ceux qui avaient participé, c'était des sentiments. Logique, en France c'est autant, en Afrique du Sud c'est autant, chez nous c'est autant, en Allemagne c'est autant. Pour d'autres, c'était des sentiments à caractère politique. Mais je vous informe juridiquement ceci. Au 31 décembre 2011, je reprends, au 31 décembre 2011, se terminait la première expérience de gestion de l'État du Congo pour entamer la deuxième étape. Et c'est ainsi que cette étape-là elle-même précédée de 20 ans de la transition. Pendant qu'en 2006, Kabila a déjà géré... si je peux... Démocratiquement, oui. Oui, vous allez me distraire et je ne serai plus capable d'être cohérent. C'est tellement sucreux que ça requiert une attention soutenue. Souvent, je ne le dis pas, vous êtes d'ailleurs très honoré d'être en face de moi comme le premier journaliste à y accéder. Quand Mobutu prononce son discours du 24 avril 1990, les gens croyaient que c'était un accident de parcours. Donc c'est une fatalité liée aux contraintes de la mutation internationale, de la mutation dans le monde, du droit dans le monde, par rapport au système de gestion des États ou d'États. Et nous, en tant que Congo, nous sommes le socle d'intégration des intérêts croisés de toutes les puissances du monde. Ça, il faut que les gens le sachent. Et dans l'organisation et le fonctionnement de cet État-là, il se révèle que chacun des États qui étaient intéressés au Congo, au moment de sa conception, comme au moment de sa constitution, c'est-à-dire au moment où on signe l'acte général de Berlin, le 26 février 1885, la France avait ses enjeux, ses intérêts, l'Angleterre, l'Allemagne, tous les 14 avaient chacun ses intérêts. Mais comment intégrer tous ces enjeux-là en un acte qui est cohérent? Et je vous informe, déjà en ce moment-là, en vertu de l'article 37 de l'acte général de Berlin, la nation congolaise était admise solennellement dans la communauté des puissances, où cette nation congolaise, composée des hommes comme nous, comme vous, qui n'avaient même pas une chaussette à porter sur la tête. Donc vous comprenez de quoi je voudrais parler. Mais on parlait déjà de nous par les scientifiques. Et nous étions déjà une nation puissante, égale aux États-Unis. Et ce, pour les États-Unis, depuis le 22 avril 1884. 2 jours après, la France. Quelques jours après, l'Allemagne. Donc, nous sommes déjà une nation puissante. Qui crée notre puissance? Ce n'est pas moi. Ce n'est pas un Congolais quelconque. Parce que les Congolais ont commencé à être en danse par rapport au Congo, par rapport à l'exercice des droits de souveraineté de l'État du Congo, à partir de la déclaration de l'indépendance politique nationale du 30 juin 1960. Avant ça, on parlait du Congo, on parlait pour nous par les scientifiques.
les politiques comme Léopold II et la Belgique ont voulu torturer, mais on leur a fait échec. C'est de matière très longue, très importante, et c'est vaste. Il faut être assis à côté d'une bouffe et on en parle des jours durant pour que les gens extraient quelques aspects importants du Congo. Donc, ne nous trompons pas à raconter des saloperies. Au moment où on signe l'acte général de Berlin, celui-ci était composite. Il voyait en son sein deux grandes composantes. La composante politique nationale congolaise que l'on appelait en son temps Association internationale du Congo. Et que le constituant d'aujourd'hui, le constituant de 2006, appelle la puissance politique nationale. Ce qui est associé, c'est pour arriver à la formule « l'union fait la force ». Ce à quoi nous avons fait allusion au commencement. Mais malheureusement, pendant que nous avons une composante, il y a une autre que l'on appelle une composante apolitique, une composante géostratégique et géopolitique. Et cette composante-là, elle comprend toutes les puissances du monde, privées et publiques, qui sont intéressées au Congo, pour venir avec leurs moyens, leur participation, dans le but d'assurer au Congo la sécurité de ses frontières, la paix sociale de sa population et le développement du Congo rapide, harmonieux, systématique et intégral. Léopold II a voulu violer cet acte-là. 5 ans après la gestion, on lui a retiré le pouvoir pour le confier à la Belgique. Si la Belgique était le pays qui nous avait créé, on ne pouvait pas lui donner le pouvoir parce qu'un propriétaire, il est propriétaire. Elle a tenté elle-même de pouvoir supprimer ses attributs de la puissance de l'État du Congo. Elle s'est butée devant des grandes crises, on en parlera en son temps. Jusqu'en 60, on a été géré par 3 administrations. L'administration traditionnelle des chefs coutumiers, indépendante de toutes les autres administrations. L'administration politique de l'exécutif, le législatif et du judiciaire par la Belgique. Et l'administration stratégique assumée par le comité spécial du Katanga depuis 1900. Donc le 19 juin 1900 jusqu'au 17 juin 1960. Ça a été aussi dans les Grands Lacs assumé par le comité national du Kivu depuis le 13 février 1928 jusqu'au 27 juin 1960. Donc vous comprenez que quand on ne comprend pas bien les choses, le souci de faire est bon. Je suppose que le chef de l'État, partout où il a voyagé, on lui a demandé, il faut changer la constitution. Quand il parle avec Toupé, parce qu'il en a entendu aussi parler ailleurs, ça c'est moi qui dis, qu'il faut changer cette constitution. Mais pour arriver à la changer, il faut que cette constitution s'efface elle-même. Vous savez que quand vous dites ça, moi j'ai peur de la réaction plutôt de la population. Quand ils vont vous suivre et entendre que le professeur Banzama Lalé est en train de soutenir le chef d'État dans ce sens-là, moi je peur de la réaction des autres. Non, non, je ne m'adresse... Parce qu'on sait que le chef de le professeur Banzama Lalé, c'est un opposant, un homme loyal à Joseph Kabila Kabang, et que c'est difficile, c'est presque inadmissible qu'il soutienne dans ce sens-là le chef d'État. Vous avez traité... Non, écoutez d'abord. La population, elle va bien comprendre que je ne m'adresse pas à un quidam. Je m'adresse à ceux qui ont la faculté d'examiner les choses objectivement. Je parle aux intellectuels. Ceux qui sont la lumière pour toute la nation. Cette constitution, elle prévoit elle-même qu'elle doit être modifiée. Et ceux qui pensent que l'intention... Si je peux terminer, parce que vous avez posé la question. Allez-y. Elle doit être élaguée, elle doit être dépassée, à condition qu'elle meure d'elle-même, et là où il y avait la graine, que sorte une nouvelle plante. Quelle est cette plante? Elle aura 3 noms. 1, l'état de droit. 2, la puissance politique nationale. Et celle-ci, 4 et 3,
qui est fondée sur la loi de la démocratie, politique, économique, sociale et culturelle. Mais on n'y est pas depuis le 31 décembre 2011. Les grands projets de nos gouvernements devaient de transporter l'État du Congo pour le remettre sur les rails vers le dépassement de cette constitution. Et en ce moment-là, on le remettait sur l'empire de l'acte général de Berlin qui expire au 31, qui est prévu à devoir expirer le 31 décembre 2098. La constitution doit être changée. Non, écoutez, elle doit elle-même disparaître. Quand vous venez avec une graine d'arachide, vous foutez ça dans le sol. Après 2 mois, vous allez chercher cette graine, vous ne la trouverez plus. Elle peut être changée, mais il faut attendre, c'est pas maintenant. Pas il faut attendre, il faut faire le travail pour l'aider à s'effacer elle-même. Ça ne vient pas de la volonté du président de la République, c'est de la volonté de la Constitution elle-même. Mais à condition que cette Constitution disparaisse par le mécanisme de création d'un État de droit. Le mécanisme de création. L'état de droit, le chef de l'État le chante tout le jour, nous le chante. Non, ce n'est pas lui, il l'a dit en premier. Dit tout le jour. Lisez dans la Constitution, ça y est. Pourquoi vous traitez de l'article 217, un article monstre? Oui, c'est parce que ça fait l'objet d'interprétations croisées. Il y a des professeurs de grande taille, plus que la mienne, qui sont en train de se croiser là-dessus. Et la manière dont on explique les choses, c'est mineur ou c'est déficient. Vous comprenez? Cet article-là, quand je vous dis que le Congo c'est un état de convention, dès la conception, les conventions créent les lois et les obligations entre les parties. Quand vous êtes membre signataire d'une convention, celle-ci, elle devient votre loi. Celle-ci devient votre constitution. Donc, si vous êtes dans la sphère où on applique, où s'applique cette convention-là, vous devez faire respecter d'abord la convention. C'est ainsi que cet article 217, dans toutes les constitutions de notre pays, commençant par la constitution de Louabourg, même dans la loi fondamentale, il y a des dispositions où on reprend cette disposition-là. C'est pour vous dire que c'est de la distraction, c'est de l'inculture scientifique, juridique surtout. Je m'excuse, il y a ceux qui sont dans les relations internationales qui peuvent un peu parler. Il faut bien parler de soi-même. Chez nous, en droit, on respecte les traités internationaux. Même à l'époque de Léopold II, on disait déjà que il est le roi soleil, il est l'équivalent du roi soleil, Louis Soleil de France. Mais toutes les conventions et toutes les lois s'appliquent selon sa volonté, sauf respecter les conventions, les traités internationaux. Donc vous comprenez. Toutes les lois qui ont dirigé le pays depuis ses origines jusqu'à aujourd'hui, là où il y a les conventions, il faut les respecter pour éviter d'être en difficulté avec les autres. Vous parlez bien de la souveraineté, mais la souveraineté c'est quoi? On se mange, ça ne se mange pas. Hein? Je ne peux pas vous inviter pour... Oh, mes chers amis, venez, nous allons manger la souveraineté. Non. C'est un attribut des droits, des pouvoirs, de capacités, de compétences que l'on reconnaît à un État pour dire non. Là où on lui fait imposition de dire oui. De dire oui, là où on lui demande, il faut dire non. C'est ça. C'est ça la souveraineté. Mais vous-même, vous vous rendez compte, je vous ai dit qu'il y a les privés et les publics qui se sont mis ensemble pour créer les deux composantes de l'État du Congo. Donc il devait y avoir des compensations. C'est ce qui fait que nous, en tant que nation congolaise, dans la constitution fondamentale du Congo, nous avons besoin des puissances privées du monde pour que celles-ci viennent nous donner leurs capitaux de toute nature à l'exploitation des potentialités naturelles de notre pays pour la paix, la sécurité et le développement. Apparemment, vous ne me suivez pas. Quand vous m'interrompez comme ça, apparemment, vous ne suivez pas la logique. Donc, ce qu'il y a, c'est quoi? Oui. Cette disposition-là, elle vient de l'Afrique. Parce que nous sommes aussi membres de l'Afrique. Nous sommes aussi panafricains.
Nous ne pouvons pas prendre cette disposition. Nous disons que c'est un motif pour l'éloigner. Il y a des jeunes gens qui passent à la télévision, qui présentent comment au Sénégal ça se présente, comment au Bénin ça se présente, comment dans tel... Donc cette disposition, elle est reprise dans toutes les constitutions africaines. Elle existe. Chez nous, c'est 217. Ailleurs, ça peut être 12, ça peut être 20 et autres. Donc, quand on en parle, c'est une bonne manière de créer une rébellion contre l'Afrique. Et quand on crée une rébellion contre l'Afrique, vous vous rendez vous-même compte quelle est l'étendue de moyens que nous dépensons pour aller solliciter les forces africaines pour venir nous secourir dans nos crises. Donc, il ne faut pas ouvrir une brèche dangereuse qui va participer à la balkanisation. J'allais dire que c'est là où il y a un très grand boulevard entre la tête des Banzamalale et la tête des autres Congolais, parce que cet article-là pose problème en RDC, entre autres par lui-même. Le premier des Congolais, le chef de l'État, tous ces conglomérats-là de l'Union sacrée, il y a même certains opposants qui sont tant soit peu d'accord avec le chef de l'État de pouvoir changer la Constitution, c'est vrai, juste pour changer cet article-là, mais vous soutenez l'article, vous dites que c'est repris partout ailleurs en Afrique, même si ailleurs ça sera un autre numéro. Mais c'est là où il y aura les Romains vont vous allez vous entrer dedans, parce que ceux-là qui soutiennent l'idéologie de M. Laurent Désiré Kabila, il ne faudrait même pas qu'un peu de terre, une petite portion de terre de la RDC soit donnée à notre pays africain. Mais les profs Banzamalale les soutiennent, que c'est possible, c'est ce que l'article 217 dit, c'est possible que, au nom de l'unité africaine, qu'une partie de l'Afrique aille au Rwanda, par exemple. Non, c'est compliqué. Non, quand vous parlez de la souveraineté, elle est territoriale. Justement. Elle s'exerce, sur le territoire. Tout à fait. Elle s'exerce aussi sur la population. Elle s'exerce sur le pouvoir. Aujourd'hui, nous avons des accords avec l'Afrique du Sud, avec tous nos voisins de SADC. Ne serait-ce que sur le plan consulaire, sur le plan migratoire. Vous pouvez partir sans visa. C'est une aliénation d'une étendue de votre souveraineté. Mais quand on vous dit que le Congo, par rapport à l'article 217, c'est convenir qu'une partie de notre territoire soit aliénée à nos voisins. Faites attention. Notre territoire va d'où jusqu'où? Les gens ne connaissent pas que toutes les frontières que nous avons aujourd'hui sont l'œuvre des conventions géostratégiquement et géopolitiquement imposées, conclues entre l'État du Congo et les États voisins. À l'époque, la France, l'Allemagne, l'Angleterre et le Portugal. Vous venez de Kinshasa, ce que nous avons couramment appelé le Bas-Congo, il faut que je le dise, n'est pas un territoire naturellement congolais. Le Bas-Congo a été, je vous dis, c'est un territoire que l'on a annexé au Congo pour lui permettre d'avoir l'accès à la mer, à l'océan Atlantique, en vertu d'un traité qui est signé quand? Le 13 février 1885. On avait imposé au Portugal d'ouvrir la porte contre un traité qui avait existé entre l'Angleterre et le Portugal, qui empêchait que ce territoire-là soit ouvert. C'était signé quand? Le 6 février 1884. Donc, pour vous dire que le Portugal, qui s'entend avec l'Angleterre, le Portugal refuse d'ouvrir ce territoire. On l'a sommé, on l'a mis en demeure. Si vous n'acceptez pas, il y a les ministres des Affaires étrangères de France, d'Angleterre et Allemagne ont rencontré leurs collègues de Portugal pour lui dire: monsieur, tu dois ouvrir la porte au Congo. En voulant s'entêter, on l'a mis en demeure et le 13 février 1885, on a ouvert la porte, le couloir, et cette partie-là, on l'a annexée au Congo. C'est ainsi qu'il y a eu le territoire du Portugal
a été divisé, l'Angola a été divisé en deux. Il y a l'Angola de Cabinda et l'Angola du Sud. Mais c'est nous. Et même RCD, quand RCD Goma a fait la guerre au 28, je crois au 28 août 1998 pour descendre à Matadi, c'était pour obtenir le soutien de l'Angola dans le but d'envahir Kinshasa facilement avec le soutien de l'Angola. Donc il faut que l'on comprenne beaucoup plus les stratégies qui sont dans la chose. Et toutes nos frontières, l'Allemagne, on lui a demandé d'abandonner tout l'Est du Congo au profit du Congo. On a demandé à la France de céder tout le Nord au profit du Congo. Il en est autant pour l'Angleterre, le Sud. Mais le jour que l'on va très mal gérer cette disposition de 2017, rassurez-vous, c'est le jour où la porte de la balkanisation du Congo va s'ouvrir. Et chacun des États voisins, les 9, chacun va chercher à récupérer ce qui avait été annexé stratégiquement, géostratégiquement et géopolitiquement au Congo pour le rendre grand comme la locomotive au cœur de l'Afrique, pour toute l'Afrique et l'humanité tout entière. Donc vous comprenez, faites attention. À ceux qui blaguent avec le feu, j'invite à croire en ceci. Le souci depuis le 31 décembre 2011, ce n'est plus de faire prévaloir la politique de notre pays. C'est plutôt de faire prévaloir la géostratégie et la géopolitique pour que le Congo rentre dans le concert de puissance comme une locomotive qui doit diriger l'humanité tout entière. Savez-vous qu'au 31 décembre 2098, il avait été prévu que le Congo pourra être consacré la grande puissance, je dis bien, la grande puissance géostratégique, géopolitique du monde, pas la grande puissance politique. Depuis 60 jusqu'à aujourd'hui, nous voterons dans la politique et nous ne sommes pas capables de répondre aux besoins de notre peuple et de notre pays en général. Donc vous comprenez que la situation est très complexe. L'ignorance risque de nous conduire dans l'enfer. Oui, c'est ainsi que je dis, ce monsieur de Joseph Kabila, en quoi il ne sera jamais compris parce que beaucoup de gens sont dans la confusion et l'ignorance. Il a lutté aux côtés de son père pour la libération de ce pays contre la dictature. Il a même dirigé 18 ans durant, en tant que panafricaniste, fils d'un panafricaniste, en tant que nationaliste, fils d'un nationaliste. On lui accuse d'avoir vendu les terres. Oui, je sais que je termine. Allez-y. Oui, le jour où on nous montrera les preuves de la vente, moi je vais l'abandonner. Donc je dis que quand vous voyez Joseph Kabila dans ce qu'il a fait, c'est un monsieur, au même moment il dirigeait et il apprenait, il étudiait pour comprendre le Congo c'est quoi. Et quand il est allé en retraite, il est allé aux grandes études et il fait des recherches. Cette fois-là, aujourd'hui, les crises dans le monde sont dirigées par 3 axes. La Chine, les États-Unis et la Russie. Mais lui se met maintenant au milieu de ces gens-là pour dire « Venez, je vais vous donner la réponse ». Et cette réponse, elle ne peut venir que du Congo. Le Congo géostratégique et géopolitique pour que la mondialisation puisse trouver une applicabilité facile. Je crois que nous nous comprenons. Avant de finir, il y a une question qui me vient en tête. Vous pouvez me donner aujourd'hui un secret, oui. un seul. Pensez-vous qu'aujourd'hui, puisque le président de la République finit un 2e mandat déjà, vous pensez que ce serait possible que la personne, je cite Joseph Kabila Kabange, revienne au pouvoir pour régler ou pour couvrir, pour mettre de la peinture sur des tâches qui salissent justement la réputation de la RDC en dehors de notre... Tôt ou tard, je réponds sans hésiter. Tôt ou tard, Joseph Kabila viendra, physiquement ou spirituellement. Spirituellement, comment? Physiquement, quand c'est lui, la personne de Joseph Kabila que nous pouvons toucher. Spirituellement, quand il s'agit du cerveau. Vous comprenez? Joseph Kabila comprend maintenant beaucoup de choses liées à la géostratégie et la géopolitique. Même s'il mourait aujourd'hui, c'est pourquoi je parle de l'esprit. Ce qu'il aura découvert et mis à la place publique conduira le pays pour arriver au résultat que tout le monde cherche. Croyez-vous que quand Tshisekedi parle, non, on va modifier, vous croyez qu'il veut détruire le pays? Non, il a le souci pour le bon résultat du pays. Comme n'importe qui a dirigé ce pays,
Comme n'importe qui des Congolais, il a le souci pour pour le mieux-être de la population, pour le mieux-être de l'État. Mais malheureusement, la recette pour y parvenir, il n'y a que Joseph Kabila qui vient de la découvrir parmi les dirigeants de ce pays. D'où il y reviendra, à brûle pour point. Il reviendra, physiquement ou spirituellement. Retenez ce que je vous dis. Merci à vous, profondément. Je vous en prie.